La décennie 2010, assez clairement, pour la Russie, c'est le retour de ce pays sur la scène internationale, on pourrait dire pour le meilleur et pour le pire. Et en tout cas, c'était selon des modalités qu'avait annoncé en substance le président Poutine dans son discours phare de 2007, où il avait expliqué qu'à partir de maintenant, la Russie allait lutter contre l'hégémonisme américain perçu, contre le suivisme européen, toujours perçu de la part de Moscou, et qu'elle allait affirmer ses intérêts de manière plus agressive et active sur la scène internationale. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce discours de 2007 a été amplement mis en pratique dans la décennie 2010. Alors, j'insisterai sur trois événements ou éléments qui, à mon sens, caractérisent évidemment le comportement de la Russie dans la décennie 2010. C'est évidemment d'abord l'annexion de la Crimée et les événements dans le Donbass, avec un soutien des Russes aux séparatistes. Évidemment, l'intervention militaire russe en Syrie, qui a changé la donne sur le terrain moyen-oriental. Et enfin, l'indéniable restauration des capacités militaires de la Russie, ce qui est quand même un fait très marquant de cette décennie. Alors évidemment, si on commence par les événements en Ukraine, c'est un tournant, et en même temps, c'est peut-être le paroxysme d'une crise qui montait en parallèle dans les relations entre la Russie et l'Occident, dans les relations entre la Russie et l'Ukraine. Donc c'est un tournant, mais c'est quelque chose qu'on aurait pu, qui provient de ce qui s'est passé auparavant. Et ça a eu des effets délétères sur les relations avec les pays occidentaux. Donc on est aujourd'hui dans un jeu de sanctions à l'encontre de la Russie, des sanctions qui se sont étoffées au fil du temps, qui prennent aujourd'hui aussi en compte l'intervention de la Russie en Syrie et d'autres événements de la décennie 2010. Un déficit de confiance très important, notamment sur le volet militaire, avec un dialogue qui s'est beaucoup réduit ces dernières années. Donc un durcissement des rapports stratégiques avec l'Occident, qui encore une fois intègre la dégradation progressive de cette relation dans les 2 décennies précédentes. Ensuite, sur les relations avec l'Ukraine, là aussi, il y a un impact extrêmement fort de cette décennie 2010, dont on se demande si la décennie 2020 suffira finalement à raccommoder les choses. Donc on a aujourd'hui une relation russo-ukrainienne qui s'est beaucoup détériorée, avec beaucoup plus d'Ukrainiens aujourd'hui qui considèrent la Russie comme un ennemi, avec la rupture de l'Église orthodoxe ukrainienne par rapport au patriarcat de Moscou, ce qui est quand même pas uniquement anecdotique. Le fait aussi que l'Ukraine probablement n'intégrera jamais l'Union économique eurasiatique. Or, elle avait été un peu conçue pour incarner l'intégration entre les économies russes et ukrainiennes. C'était pas le seul élément de ce grand projet poutinien qui lui aussi s'est développé dans la décennie 2010, mais c'était quand même un grand enjeu, c'était d'ancrer durablement l'Ukraine dans l'orbite russe. Donc ça, c'est également compromis. Il n'y a jamais eu autant de soutien en Ukraine au projet d'adhésion à l'OTAN, et ça aussi, c'est le fruit de la politique russe en Crimée et dans le Donbass dans les années 2010. Et puis je mentionnerai aussi quelque chose qui n'est pas du tout anecdotique pour les 2 pays, c'est-à-dire la rupture des liens entre les complexes militaro-industriels des 2 pays, qui pose quantité de problèmes aux 2, mais qui évidemment est devenu impossible après l'annexion de la Crimée. Alors ensuite, un autre événement majeur, et ça nous met en deuxième partie de cette décennie 2010, c'est l'intervention militaire russe en Syrie. Ça a vraiment défrayé la chronique. C'était la première vraie opération de la Russie en dehors des frontières de l'espace ex-soviétique. Donc en ce sens, c'est déjà assez fondateur dans l'évolution de la politique extérieure russe. Alors bien sûr, avant, la Russie avait projeté un peu sa force au-delà des frontières de l'ex-URSS, mais c'était surtout dans des cadres coopératifs, des déploiements dans le cadre de la KFOR, la SFOR, ensuite des déploiements dans l'océan Indien, mais voilà, c'était toujours dans des contextes coopératifs. Là, c'est vraiment une opération de force russe pour promouvoir les intérêts de la Russie. Alors, qu'est-ce que ça a montré ? Ça a montré la détermination de la Russie sur ce qu'elle voit comme une des menaces principales aujourd'hui pour sa sécurité, c'est-à-dire le regime change, le changement de régime,
régimes, la tentation qu'elle voit chez les Occidentaux de changer les régimes, notamment dans des pays amis. Donc on a bien vu tout au long de la décennie 2010 que la Russie s'est beaucoup durcie sur ce sujet-là. Elle met dans un même panier, si l'on peut dire, les révolutions de couleur en Ukraine et en Géorgie, l'Euromaïdan en Ukraine, les printemps arabes, l'épisode libyen, la guerre d'Irak, etc. Pour la Russie, c'est une menace, c'est l'incarnation de l'interventionnisme occidental, parfois avec l'aide des outils militaires. Et donc, très clairement, en 2015, quand la Russie intervient en Syrie, c'est en partie pour interrompre ce qu'elle voit comme une suite assez logique finalement d'événements dont elle estime que ça porte atteinte potentiellement à sa sécurité. Un autre effet évidemment de cette intervention militaire russe en Syrie, c'est probablement un dialogue qui sera plus difficile avec les Occidentaux sur la question de la lutte contre le terrorisme. Initialement, probablement que Moscou avait misé sur cette intervention pour un peu imposer un dialogue avec l'Occident sur la lutte contre le terrorisme international, histoire de faire oublier l'Ukraine, mais aussi pour essayer de reconstruire sur de nouvelles bases la relation avec l'Occident. Mais la guerre en Syrie a tellement montré les différences de perspectives et de cibles aussi sur ces aspects que probablement ça a rendu ce dialogue sur la lutte contre le terrorisme international plus difficile qu'il ne l'était auparavant. Et puis enfin, ça signe le retour durable de la Russie dans le jeu moyen-oriental. Et ça, c'est une ambition que la Russie avait depuis longtemps. On se souvient qu'en 2013, la Russie a restauré une présence navale permanente en Méditerranée orientale. Alors c'est un groupement de petite ampleur, mais enfin qui est là tout le temps, de manière permanente. Aujourd'hui, la Russie a 2 bases durablement en Syrie, la base de Tartous qui va être étoffée et Kheymim, base aérienne où la Russie là aussi va déployer de nouveaux moyens. Donc la Syrie va être la porte d'entrée de la Russie dans le jeu moyen-oriental, mais on voit bien à travers son jeu diplomatique extrêmement actif, elle parle à tout le monde en fait, la Russie au Moyen-Orient aujourd'hui, que la Russie est là pour longtemps. Donc on a, nous occidentaux, à prendre en compte ce facteur d'une Russie qui est présente dans le Moyen-Orient pour longtemps. Et alors évidemment, l'intervention militaire en Syrie, ça a été aussi l'occasion pour l'armée russe de s'entraîner et d'utiliser de nouveaux matériels aussi dans des conditions réelles. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça m'amène à mon 3e point, qui est la restauration indéniable des capacités militaires russes. On se souvient que juste à la veille de la décennie 2010, en 2008, la Russie avait certes atteint ses objectifs stratégiques dans le cadre du conflit en Géorgie, mais sur le plan opérationnel, ça n'avait pas été très brillant. Et donc, on a vu, à partir de 2010, le lancement d'un programme d'armement extrêmement ambitieux, qui était couplé d'ailleurs avec un programme de restauration, de modernisation en tout cas, des capacités de l'industrie de défense russe. Et même si, évidemment, tout n'est pas parfait, ne serait-ce que parce qu'il y a eu 15 années de sous-investissement dans la défense, très clairement, il y a des fruits qui sortent de cet effort militaire extrêmement important que la Russie a consenti à partir de 2010. Et quand la Russie ne peut pas avoir les mêmes performances en termes technologiques que les armées adverses, donc on peut comprendre que, vu des Russes, c'est les armées occidentales, bien, la Russie va essayer de jouer sur des asymétries qui, pour l'instant, fonctionnent plutôt bien, en tout cas ont un effet dissuasif. Donc qu'est-ce que j'entends par là ? C'est quand la Russie déploie des systèmes de guerre électronique qui vont brouiller les systèmes des bâtiments occidentaux, par exemple, que ce soit des aéronefs ou des navires. Ça va être également quand la Russie va bastioniser un certain nombre de directions stratégiques où elle estime qu'un conflit avec l'OTAN serait envisageable. Donc on l'a vu faire ainsi, c'est-à-dire déployer des systèmes nombreux et défensifs, mais aussi des systèmes offensifs sur la péninsule de Crimée, par exemple, Kaliningrad, le Grand Nord, on l'a vu également jouer cette carte-là en Syrie. Et donc l'idée, c'est de faire monter le coût potentiel pour les forces adverses et donc avoir un effet dissuasif. Et puis l'effet dissuasif, c'est aussi celui
aujourd'hui exercée par les nouveaux moyens russes de précision qu'on a vu lancer, notamment dans le cadre de la guerre en Syrie. On a vu la Russie lancer à partir de petites plateformes navales ou à partir de sous-marins des missiles longue portée de précision. Alors on sait qu'il y a probablement des problèmes pour produire en grande quantité ce type de système. Donc encore une fois, tout n'est pas résolu, mais aujourd'hui la Russie a une force quand même opérationnelle. Et il n'y a pas que l'équipement, j'ai beaucoup parlé de l'équipement, mais la décennie 2010 a été aussi la décennie de l'accent sur l'entraînement des forces. Et là encore, la Syrie a été extrêmement utile, mais beaucoup d'entraînement, beaucoup d'exercices stratégiques, de tous les niveaux en fait. Un vrai effort aussi pour améliorer les conditions du service militaire, plus de militaires engagés sur contrat, ce qui joue à la marge, mais ce qui joue quand même sur la qualité des personnels qui sont sur le terrain. Et un effort aussi pour redorer plus généralement au niveau de la société le blason de l'armée, de l'institution militaire. Donc ça aussi c'est un fait marquant et on peut s'attendre dans les prochains temps à avoir une diplomatie russe qui s'appuie beaucoup sur le facteur militaire et également une modernisation de l'arsenal nucléaire stratégique russe dont on n'a pas fini d'entendre parler dans les prochains temps.